La mise en œuvre des réformes est en marche dans notre pays. Des projets de loi concernant le secteur de la santé, de la sécurité alimentaire, de la justice, du bâtiment et de la circulation routière ont été adoptés hier par les membres du Conseil national de transition. Des dossiers défendus par les différents ministres concernés. Des détails à suivre. Désormais, nous sommes plus de 22 millions de Maliens. C'est le résultat du 5e recensement général de la population et de l'habitat, une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique. Nous en saurons plus dans ce journal. Il est 13h, vous êtes sur ORTM 1 pour vous informer. Merci de nous avoir choisis. Partons au CNT où les membres ont adopté hier plusieurs projets de loi en rapport avec les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de la justice, du bâtiment et de la circulation routière. C'était au cours de la séance plénière, nous dit notre reporter Mamari Kouni. Au total, 5 projets de loi concernant des domaines divers ont été adoptés lors de cette plénière du Conseil national de transition. C'est le ministre de l'Agriculture qui ouvre le bal avec la défense du projet de loi portant création de l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Une création devenue aujourd'hui une nécessité au regard de la situation. Cette loi qu'on vient d'adopter réorganise un peu tous les secteurs de la sécurité alimentaire et tous les dispositifs aujourd'hui pour qu'ils soient plus fiables et plus efficaces. Et elle permet de préciser clairement la responsabilité des uns et des autres. Cette création devrait contribuer au renforcement du dispositif de sécurité alimentaire. S'il y a des préoccupations actuelles au Mali, c'est comment faire en sorte que les Maliens puissent avoir suffisamment à manger et qu'ils puissent être tranquilles par rapport à cette sécurité. C'est pourquoi je l'ai souvent répété que notre souveraineté passe absolument par la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Donc cette politique a été adoptée en 2019, la politique de sécurité alimentaire, et il a été défini un certain nombre de structures ou d'acteurs qui interviennent dans ce mécanisme, parmi lesquels nous avons l'OPAM. Et l'OPAM, comme vous l'avez vu, dispose de 155 magasins actuellement répartis sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais juste renforcer davantage ceux qui sont encore sceptiques par rapport à ce projet de loi, que ça nous permettra de sortir de l'informel. Dans quelques mois, notre pays disposera d'une école nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. 125 membres du CNT ont donné leur quitus à sa création. Je crois que cette création permettra une bonne fois pour toutes, non seulement de pallier aux insuffisances que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi de faire face à l'efficacité des nouvelles recrues qui désormais, bien entendu, vont être dans un monde où ils bénéficieront des modules liés à leur monde de travail. Ce texte nous permettra d'avoir une école professionnelle qui pourra désormais former nos agents, assurer leur spécialisation et permettre de mener des recherches au niveau de la science pénitentiaire. Cela nous permettra aussi d'améliorer les conditions carcérales et contribuer positivement à la sécurité des installations pénitentiaires, du personnel pénitentiaire et de l'ensemble de la population. C'est dans le cadre de la politique nationale de la médecine traditionnelle adoptée en 2005 que l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle vient d'être créé. Le projet a obtenu l'aval de 125 membres du CNT. Cela va permettre au Mali d'intégrer la médecine traditionnelle dans son système de santé, système qui va quitter le système tolérant pour devenir un système inclusif et avec des cadres réglementaires. La souveraineté d'un pays, ça commence d'abord par la prise en charge de la santé à travers les éléments existants sur son propre territoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjoui de l'adoption de ce projet de loi qui doit donner à la médecine traditionnelle toutes ses lettres de noblesse. Cet institut va permettre certainement au Mali de faire la promotion et la valorisation de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Et ça permettra certainement aux Maliens de mieux se soigner, n'est-ce pas, et de faire en sorte aussi que la recherche fondamentale comme la recherche appliquée puisse se développer dans notre pays sur les sujets. Le ministre des Infrastructures et des Transports a défendu 2 projets de loi. Le premier est relatif à la création du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics.
Il s'agit là de donner des moyens à cette structure pour faire face convenablement à ses missions. Quant au deuxième projet au compte de ces départements, il concerne la loi régissant la circulation routière. Ces textes visent à corriger les insuffisances et les lacunes des textes en vigueur depuis 24 ans. Concernant le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, la loi qui créait ce centre a révélé des insuffisances et ne mettait pas ce centre dans toute ses plénitudes d'exercer à hauteur de souhait et vraiment ses prérogatives. Et donc le gouvernement a jugé nécessaire de réorganiser ces centres et pour que ce centre soit un centre de référence. Après 24 ans d'application, ce code a présenté des insuffisances. Et il y a des directives communautaires qui ont été transposées par le Mali en 2009 et en 2015. Donc quand vous prenez toutes ces directives qui ont été transposées par des décrets, ces directives communautaires n'étaient pas prévues dans l'ancienne loi relative à la circulation routière. Donc la relecture était attendue pour que tout ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est-à-dire la prolifération des engins à 2 roues comme moyen de transport public, et ensuite la prolifération des tricyclistes comme moyen de transport aussi, et ensuite des gabarits que nous constatons pour le transport des marchandises, les fret, et ensuite les postes de paysage et de péage qui ont été installés par l'UEMOA, qui est une directive communautaire qui généralement ne correspond pas à toutes ces proliférations. Donc il fallait procéder à une relecture. Tous les 5 projets de loi ont été initiés par le gouvernement, comme pour dire que la refondation est véritablement en marche. Je vous l'annonçais dans les titres, la population malienne est estimée désormais à plus de 22 millions. C'est ce que révèlent les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'annonce a été faite mercredi dernier en Conseil des ministres. Ce recensement a été réalisé par l'Institut national de la statistique. Des précisions avec Garibou Pérou. Nous sommes 22 385 485 Maliens depuis décembre 2022. Le Conseil des ministres du mercredi 9 août 2023 a entendu cette communication verbale portée par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon les normes, tous les pays doivent faire un recensement tous les 10 ans. Donc logiquement, le recensement du Mali devait se tenir en 2019. Mais malheureusement, compte tenu de beaucoup de contraintes, liées à la situation sociopolitique, sécuritaire et diverses situations ont fait qu'on a été obligé de reporter ce recensement en 2021. Ça a commencé, c'est en 2022 vraiment qu'on a fait le dénombrement et c'est ça qui nous a permis d'avoir ces résultats. Réalisé par l'Institut national de la statistique, ce 5e recensement général de la population et de l'habitat va contribuer à l'amélioration de la connaissance démographique, sociale et économique du pays. Avant d'arriver au dénombrement, il y a eu plusieurs phases, notamment la cartographie censitaire que nous avons réalisée en 2019-2020 et qui permettait de scinder le pays en sections, ce que nous appelons section de numération, mais qui est une aire géographique qui comprend environ 750 personnes en milieu urbain et 1000 à 1100 personnes en milieu rural. Et c'est ça aussi qui correspond le champ d'action des agents recenseurs. Donc après la cartographie et après avoir délimité le territoire, en 2022, nous avons fait ce que nous appelons le dénombrement général. L'opération a mobilisé 34 155 agents recenseurs pour un coût global de 11,1 milliards de francs CFA, financé à 66,5% par le budget national. En 2022, le dénombrement a coûté effectivement 11,1 milliards de francs CFA. Et sur ces 11,1 milliards de francs CFA, l'État a donné 66,5%, plus de 8 milliards de francs CFA. Mais il faut rappeler que le recensement a commencé depuis 2016, parce qu'il y avait les travaux préparatoires, il y avait la cartographie censitaire à faire. Et tout cela mis bout à bout, plus le dénombrement donc, qui a coûté 11,1 milliards, l'ensemble avoisine les 23 milliards de francs CFA. Et ces 23 milliards de francs CFA ont été financés donc, à hauteur de plus de 35% sur le budget d'État
et le reste a été apporté par les bailleurs de fonds traditionnels. Il ressort de l'exploitation des données collectées sur les 22 385 485 les rapports suivants. 47,2% des jeunes de moins de 15 ans, 49,9% des personnes âgées de 15 à 64 ans, 49,7% des femmes. L'âge moyen de la population est de 21,4 ans avec un taux de croissance annuel de 3,3%. Ces données permettent à l'évaluation des besoins pour assurer une bonne distribution des services sociaux de base. Sur le plan même pratique, ces données concernent plusieurs secteurs du développement socio-économique et démographique de notre pays, que ce soit l'éducation, la santé, l'assainissement, l'accès aux services sociaux de base. Donc chaque secteur peut prendre ces données, les analyser, non seulement pour faire évaluer les progrès réalisés par rapport à l'entête des objectifs qui se sont fixés. La base de toute planification, c'est les données démographiques. Il faut avoir les données démographiques comme c'est un des éléments quand même essentiels pour faire la planification. Bien sûr qu'il y a d'autres données dont on a besoin pour la planification, les données socio-économiques. On dit données socio-économiques, le social, là, c'est surtout la population, le nombre de la population, sa composition, voilà, sa structuration. Tout ça, il faut le connaître, le nombre de jeunes, de vieux, d'adultes, de ceux qui travaillent. Il faut connaître tout ça. Pour planifier ça, il faut connaître le nombre de la population et son taux de progression. Voilà. Et ça, nous avons ces éléments-là à partir de ce recensement. La première richesse dans un pays, c'est la population. Quand on voit la population de 15 à 65 ans, c'est vraiment plus de 50% de la population. Et ça veut dire vraiment que notre population de 22 millions est une richesse. Les résultats de ces recensements permettront aux autorités de la transition d'orienter et de mieux structurer les décisions, les visions et les choix stratégiques au plan économique et planification urbaine et du territoire. Comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta l'a dit, toutes les décisions que nous serons amenés à prendre doivent pouvoir impacter la vie des Maliens. Aujourd'hui, avec ce recensement, nous savons il y a combien de Maliens, dans quel quartier, dans quel village, à combien de kilomètres des centres urbains, à combien de kilomètres de la capitale. Donc ça permet aujourd'hui d'orienter toutes les décisions. Les décisions, comme je l'ai dit, de création d'écoles, les décisions de création de centres de santé, les décisions humanitaires. En cas de crise, on sait s'il y a une zone qui est sinistrée aujourd'hui, combien de populations risquent d'être affectées. Donc en tout cas, on a un outil très très précieux. Cette 5e édition dénote tout l'intérêt que le gouvernement accorde au suivi périodique de l'évolution des indicateurs démographiques à l'échelon national et confirme son engagement à organiser ce type d'opérations conformément aux textes nationaux et aux recommandations des Nations Unies. Le personnel féminin des élèves sous-officiers de la police renforce ses capacités en leadership féminin et la gestion des risques. Une session de formation initiée par la Direction générale de la police nationale en partenariat avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. On en sait plus avec Fanta Mama Nientao. La session de formation sur le leadership féminin au profit des élèves sous-officiers femmes symbolise l'engagement de la hiérarchie policière. Il s'agit aussi d'optimiser le rendement du personnel féminin en tant qu'actrice de la détention du crime, du maintien et de la préservation de l'ordre public. Je vous demanderai à plus d'abnégation, plus de discipline et plus de suivi. Vous serez en face des facilitateurs chevronnés, pétris de beaucoup d'expérience. Je vous demanderai d'en tirer profit. Aucune question n'est taboue. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité a rassuré de sa disponibilité à accompagner les sous-officiers femmes dans la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. L'objectif de ce cycle de formation est de renforcer les aptitudes professionnelles et la confiance des jeunes femmes policières pour leur permettre de débuter leur carrière avec assurance. DECAF voudrait vous rassurer de son entière disponibilité à accompagner et poursuivre son soutien aux autorités maliennes dans la promotion de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité, tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. Le personnel féminin représente plus de 25% de l'effectif de la police. Et ce chiffre ne tient pas compte des milliers qui sont actuellement
en fin de formation que vous êtes. Les femmes se trouvent presque au niveau de tous nos échelons et occupent des postes de responsabilité, non seulement au niveau départemental, mais aussi au niveau central. Le personnel féminin élève sous-officier de l'École nationale de police, soit un total de plus de 1000 femmes, bénéficiera de 3 semaines de formation accélérée. Dans la Venise malienne, l'école de maintien de la paix à l'une Blondin-Bey et le cabinet SM forment des responsables locaux et forces de défense et de sécurité sur la gestion des conflits communautaires. Idrissa Keïta pour plus de détails. Prévention et gestion des conflits communautaires PGCC, le sujet est au centre d'une session de formation qui regroupe plus d'une cinquantaine de participants répartis entre 2 sessions. Ces participants sont venus des communes de Mopti, Fakala, Sio, Nassanari et Djéné. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des élus, des organisations de la société civile, des mouvements signataires de l'accord, des forces de défense et de sécurité sur la prévention et la gestion des conflits communautaires en vue de garantir l'efficacité des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits. La participation des femmes à tout processus de développement est une exigence démocratique et un plébiscite des pouvoirs publics si l'on tient compte de la place prépondérante que la culture africaine en général réserve aux femmes dans le développement socio-économique. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Un projet exécuté par l'école de maintien de la paix à l'Une-Blonde-Beye et le cabinet SN. Chaque fois qu'il y a des difficultés à se comprendre autour d'une chose, on peut considérer cela comme étant un conflit. C'est en cela que les techniques que nous apprenons avec l'école de maintien de la paix et ses partenaires nous permettent de désamorcer chaque type de difficulté. Durant 5 jours, les participants seront outillés sur la notion des conflits, les attitudes à adopter face aux conflits, entre autres. Cette initiative de renforcement des capacités a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ambassade de Norvège au Mali. Restons à Mopti où les fidèles chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel au terme de sa vie terrestre. C'était à travers une messe à la cathédrale de Mopti, des prières et bénédictions suivies par notre reporter Idrissa Keïta. Ce mardi 15 août, les fidèles chrétiens catholiques de Mopti se sont fortement mobilisés pour prendre part à la célébration eucharistique de la fête de l'Assomption. Et à l'unisson, ils célèbrent la solennité de l'Assomption ou la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Dans son message, Monseigneur Jean-Baptiste Tchama, évêque du diocèse de Mopti, a mis l'accent sur la symbolique de cette fête religieuse. Notre fin, c'est au ciel. C'est notre espérance la plus profonde. Alors nous savons déjà que nous ne serons pas déçus parce que Marie, notre mère, est devant nous. Elle qui a bénéficié de toutes les grâces de Dieu, qui n'a pas voulu que la mère de son fils connaisse la dégradation du tombeau, mais l'a élevé corps et âme au ciel. Louange, adoration, prière et autres actions de grâce constitue le temps fort de cette célébration eucharistique. C'est une occasion pour nous tous de nous retrouver dans l'allégresse, de chanter son nom et de lui demander d'intercéder pour nous auprès de son Fils qui est notre Seigneur. C'est une fête qui est signifiante pour nous parce que la Vierge Marie est symbole de bravoure et de simplicité et d'humilité. Cette fête, je la place sous le signe de la paix, dont le monde a tant besoin, et plus particulièrement notre pays, le Mali. Marie a été élevée corps et âme au ciel, donc nous l'invoquons pour qu'elle puisse intercéder pour nous auprès du Père, pour que nous ayons la paix dans nos familles, dans nos cœurs, la joie, afin de vivre sur cette terre. La célébration de l'Assomption de la Vierge Marie a aussi été une occasion pour les fidèles chrétiens catholiques d'inviter les Maliens à une culture de la paix et de vivre ensemble au Mali. À Koutiala, l'association Droit et Citoyenneté pour la promotion et le développement durable de Koutiala a célébré la Journée mondiale de la jeunesse à travers une plantation d'arbres. L'objectif est d'inciter la population à lutter contre la désertification. De Koutiala, le compte rendu de Brahima Koni.
L'association Droits et Citoyenneté pour la promotion et le développement durable de Koutiala, ADC-PDDK, en collaboration avec Dr Ousmane Diarra, un fils du terroir, met à profit la Journée internationale de la jeunesse pour s'adonner à une action citoyenne. Il s'agit d'une plantation d'arbres au quartier Koko Moussabougou Extension qui devra inciter plus d'un à contribuer à la lutte contre la désertification. Si nous constatons de Kidal jusqu'à Kaï, de Paris jusqu'aux États-Unis, on voit que la désertification règne partout. Donc nous devons être une jeunesse modèle. Nous devons nous engager pour un idéal commun qui va dans le sens du développement économique, social et même environnemental dans nos différentes localités. C'est au monument Sidiki Ouattara, un lieu symbolique, qu'a commencé cet engagement citoyen visant à faire de Koutiala une ville verte. Les acteurs de l'environnement, les autorités politiques et administratives ont salué l'initiative avant de faire une invite. C'est un message de cohésion, de citoyenneté. C'est en étant citoyen qu'on peut être utile à son pays, à sa société, à sa localité. Une chose est de planter les arbres, une autre chose est de les entretenir. La journée a pris fin par une remise d'attestation. Les étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication étaient hier dans nos locaux pour une visite pédagogique. Ces futurs journalistes sont venus s'imprégner des conditions de travail et le fonctionnement de la chaîne nationale. Une visite suivie par notre reporter Awa Adaman Koulibaly. Après le passage de la section radio il y a de cela un mois, c'est au tour de la section télé de la 4e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de découvrir les logos de service de l'Office de radio et télévision du Mali. En tant que futur journaliste, on se pose tout le temps des questions, comment la télévision nationale ça marche. Donc on a décidé de venir ici pour voir le fonctionnement, comprendre un peu les défis qui sont là pour nous apprêter. Entre la théorie et la pratique du métier de l'information, l'écart est considérable. Ces amoureux du micro ont pu appréhender les réalités liées à la chaîne de diffusion des informations collectées. En ce qui concerne le fonctionnement de l'ORTM, la visite fut une école pour nous. De la conférence de rédaction de la télé à celle de la radio. En toute sincérité, quand on était à l'extérieur, on pensait que c'était aussi simple, tout pouvait se faire. Comme on le dit, leur thème c'est la passion du service public. Il y a plusieurs sujets qu'ils doivent traiter que les chaînes privées n'ont pas l'obligation de traiter. Les commentaires sont libres comme on le dit, mais les faits sont sacrés. Aujourd'hui nous sommes venus, on a assisté et on a vu les faits. La visite de découverte mais également d'instruction est bénéfique pour leur future carrière. Ça va renforcer leur capacité de maîtrise du métier. Deuxièmement, ça permettra à nous de parfaire notre façon de faire parce que ce sont des jeunes auditeurs ou téléspectateurs qui nous suivent quotidiennement sur nos médias. Au terme de cette immersion, les futurs journalistes télé sont invités à produire un documentaire de 13 minutes sur l'ORTM. Occasion pour le directeur général de leur prodiguer quelques conseils. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.